Ayons de vraies alternatives à leur proposer, que ce projet de vie et de mort, il y a urgence à répondre à cette question. Alors existent-elles vraiment ces alternatives? Comment prendre en charge ces jeunes gens? Qui sont-ils et comment sont-ils rattrapés par Daesh? Comment empêcher cette bascule qui s'apparente à un suicide social? Pour en parler, Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice, membre du groupe UDI UC de l'Orne. Vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Et vous avez présidé la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes. Bienvenue à vous. Merci de votre invitation. En face de vous, Raphaël Liogier, bonjour. Vous êtes sociologue, philosophe. Vous êtes professeur des universités à l'IEP d'Aix-en-Provence et professeur au Collège international de philosophie de Paris. Vous avez signé Sans emploi, conditions de l'homme post-industriel aux éditions des Liens qui libèrent. Vous nous expliquerez en quoi cette analyse systémique en fait explique aussi la radicalisation de ces jeunes gens. Enfin, Fethi Benslama, bonjour. Vous êtes spécialiste du fait religieux, psychanalyste à l'Université Paris Diderot, où vous dirigez l'UFR d'études psychanalytiques et vous avez signé Un furieux désir de sacrifice, le surmusulman aux éditions du Seuil. Bienvenue à vous. Nathalie Goulet, peut-être le documentaire nous dit très vite qu'il n'existe pas de profil type de jeunes gens radicalisés. Est-ce que c'est vrai? Tous les milieux et toutes les origines sont touchés? Absolument. Et beaucoup de convertis aussi. Beaucoup de convertis. Comment est-ce que vous expliquez cela? Écoutez, moi je pense que les critères de radicalisation existent depuis longtemps, on les connaît, se sont fracassés sur l'islam radical, c'était une rencontre malheureuse qui dégénère, et puis vous avez dans la société française un certain nombre de mots, donc évidemment à force de mettre la poussière sous le tapis, il va falloir les régler, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des problèmes de discrimination, des problèmes de sous-emploi ou de non-emploi du tout, vous avez aussi un manque d'idéologie, vous avez des jeunes en perdition et vous avez tout un tas de critères qu'aucune loi répressive ne pourra régler. C'est une question sociale selon vous, il n'y a pas qu'une dimension individuelle. C'est bien sûr une question sociale, ça l'est. Fethi Benslama, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que si il n'y a pas de profil type, si on voit que ça recouvre tout le spectre des spectres psychologiques, des organisations anormales, pathologiques, des états limites, ça veut dire une chose. Ça veut dire que l'offre de radicalisation, parce qu'il faut parler d'une offre... On parle d'un marché, selon vous? C'est un marché? On va dire oui, il y a un marché, puisqu'il y a plusieurs... Cette offre, eh bien, intéresse des gens individuellement. Bien sûr, au bout d'un moment, on peut rassembler... Il y a des grandes lignes. Des grandes lignes, certains groupes, etc. Le jeune qui a eu un accident dans sa vie et qui... En rupture familiale ou en rupture scolaire. Celui qui a, par contre, des problèmes vraiment psychopathologiques, et il y en a... Eh bien, c'est aussi et des types, parce que tous, il y a le pauvre névrosé qui va mal, mais il y a des psychotiques qui sont vraiment des gens qui vont très 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 mal. Vous insistez notamment sur la jeunesse des candidats au djihad. Les 2 tiers ont entre 15 et 25 ans, 25% sont des mineurs. En quoi c'est particulier de parler de ces adolescents? Ça démontre, si on a 75% qui ont entre 15 et 25 ans, nous sommes dans la période qu'on appelle de la transition juvénile. Donc ça attire des jeunes qui sont dans des impasses, dans des difficultés. Et même ceux qui ont par la suite 30 ans, ils y étaient dans cette catégorie. Ce n'est pas les excuser ni dire ils ne sont pas dangereux en disant cela. Des jeunes qui vont mal peuvent être très dangereux, bien sûr, mais c'est pour penser d'abord le phénomène, parce qu'on ne pourra pas le traiter si on ne pense pas quelle est vraiment la nature de ce phénomène au plan le plus microscopique, et pas faire des trucs simplement généraux. Il faut qu'on ait des visions générales, mais après il faut descendre et regarder vraiment au microscope les situations. Alors, Raphaël Liogier, il y a une dimension individuelle, mais on entend, et Nathalie Goulet vient de nous le dire, qu'il y a aussi une dimension sociale, sociétale. Elle est liée à quoi? On parlait de rupture familiale, mais de rupture aussi scolaire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Fethi Benslama et sur le constat qu'il fait dans son livre, parce qu'il y a une dimension psychologique, même pathologique, qui est claire. Néanmoins, il me semble justement qu'à travers le phénomène du djihadisme, si on veut avoir un regard social cette fois, c'est faire l'autre bout du travail, c'est qu'on se rend compte que c'est la pointe émergée d'un gros iceberg social
Et donc la pointe émergée, évidemment, c'est celle qui est pathologique, qui passe la mesure, qui passe à certains niveaux. Et ce gros iceberg social, c'est quoi? C'est justement pendant cette période, qui est évoquée pendant cette période de transition juvénile, c'est une période où on essaye de savoir ce qu'on veut faire plus tard. C'est-à-dire que les humains, On cherche un sens. ils désirent être, ils désirent devenir quelque chose. Il y a un rapport à la virilité, il y a un rapport... Et l'emploi, c'est qu'est-ce que je vais faire plus tard. Or, on est dans une société aujourd'hui où on a plus de solutions en prétendant qu'on va gérer une situation qu'on sait perdue d'avance, pour ainsi dire. Donc il y a zéro programme à droite, zéro programme réel à gauche, en particulier sur cette question de l'emploi. Alors que, en Ce qui veut dire, en fait, pour être clair, que ces enfants, ces adolescents se cherchent une place dans la société et que la société est incapable de leur donner cette place. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation, où tout le monde sait que les discours politiques de droite ou de gauche, y compris économiques, sont des discours qui sont pas fondés. C'est-à-dire quand on dit le plein emploi, tout le monde sait que le plein emploi, c'est pas possible. Et en même temps, on oublie, on ne se rend plus compte qu'on est dans une société qui, paradoxalement, bien, en termes de richesse, et donc il y a une visibilité en termes de richesse, produit beaucoup plus de richesse même que dans les années 50, avec beaucoup moins de travail humain. C'est-à-dire qu'en gros, on refuse de changer de système. Un système qui pourrait être plus productif et qui pourrait être participatif. Et qui, du coup, en fait, démontre qu'il y a une forme de quête de sens chez ces enfants qu'ils ne retrouvent pas donc, dans les valeurs incarnées dans ce système. C'est la participation non seulement économique, mais la participation aussi culturelle, et ça permet de gérer mieux cette transition. Alors, vous êtes d'accord, Nathalie Goulet, on est dans une société en perte de repères, en perte de sens. Ça, c'est une évidence, mais il y a aussi des tas de gens qui perdent le sens et qui tombent pas dans le djihadisme. Moi, pour les jeunes radicalisés, moi, j'utilise plutôt le terme de rupture du lien citoyen. C'est-à-dire que ces jeunes sont complètement perdus. En plus, la société leur offre rien, je suis complètement d'accord avec vous, ni sur le plan idéologique, ni sur le plan de l'avenir. Vous voyez bien ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et pour être clair, on parle aussi donc de jeunes gens qui sont issus des classes moyennes, donc qui sont potentiellement plus dotés que des gens issus de quartiers populaires, qui pourraient potentiellement obtenir plus de place. Oui, il y a de tout. Enfin, tout à fait. Ouais, pardon. Allez-y. Non, c'est justement là où je pense que c'est intéressant. C'est que c'est vraiment un problème qui est aussi un problème systémique. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'a pas de... Il y a la dimension des problèmes psychologiques qui ne relèvent pas du social. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ressentir cette angoisse, qui fassent partie de classes moyennes ou de classes dites défavorisées, et qui ils vont pas tomber dans le djihadisme. Mais en revanche, le djihadisme est quand même symptomatique d'un problème qui touche l'ensemble de la société. Sur cette question de l'emploi, c'est pas seulement le fait... Le burn-out, ça participe de ça. Le burn-out, ça participe de ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne font pas ce qu'ils voudraient faire et ce qu'ils désireraient faire. Donc ce n'est pas des gens qui sont complètement à la rue. Mais c'est des gens donc, qui ont envie de construire une narration positive. Et quelque part dans le djihadisme, il y a le désir de construire une narration de soi, parce que c'est plus possible de la construire dans la société, qu'on soit dans une classe moyenne ou qu'on soit dans une classe inférieure. Donc c'est pas seulement la question du simple niveau économique. C'est la question finalement du statut qu'on a dans nos sociétés. À quel moment on bascule, Nathalie Goulet? Qu'est-ce qui fait que certains continuent leur chemin, même si c'est parfois qu'un cas, et d'autres basculent? Alors écoutez, pendant la mission que j'ai eu l'honneur de co-présider avec mon collègue André Reichart, du Bas-Rhin, nous avons été reçus par la task force du FBI qui s'occupe de ces questions. Alors, c'est task force américaine. Alors, en fait, ils calquent un peu les dispositifs sur les gens qui sont suicidaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes, puis il y a un point de non-retour. Vous avez des gens qui passent la ligne et qui se suicident, d'autres qui sautent les étapes, qui se suicident sans vraiment réfléchir, et puis d'autres qui ne se suicident jamais. Et donc, le problème du passage à l'acte du djihadiste ressemble un peu, comparaison n'est pas raison dans ces matières, mais quand même à la progression de quelqu'un qui se suicide. C'est-à-dire d'abord l'isolement, ensuite l'enfermement sur soi-même, le fait de ne pas se reconnaître ni dans la famille, ni dans l'entourage, ni dans les amis. Je suis pas psychologue ni psychiatre, mais c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué. Et puis vous avez aussi des gens qui, par un coup de téléphone ou parce qu'il y a un moment quelque chose bascule, ne vont jamais monter sur la chaise où la corde les attend. Je veux dire. Donc là, on est dans des ressorts effectivement très personnels. Très personnels. Justement, Fethi Benslama, c'est quoi? On est dans un passage à l'acte, un suicide social presque. Il y a une dimension de martyr qui nous donne un statut et du coup, ce sont des gamins finalement qui sont des proies faciles pour une structure comme Daesh. Moi, je trouve que... Enfin, moi, je suis contre les généralisations. Ouais. Il y a un point de vue en hauteur qui permet de voir qu'il y a des problèmes dans la société d'aujourd'hui et que elle est excluante pour certains, etc. Mais qu'ensuite, quand on va regarder de près, on trouve des trajectoires très différentes. Il y a les suicidaires, mais certains ne sont pas suicidaires du tout. Certains, par exemple, sont délinquants
et ils veulent anoblir leur pulsion criminelle et ils vont épouser cette cause qui va les autoriser à continuer et même à devenir des assassins illégitimes, par exemple. D'autres, c'est pas ça. D'autres, c'est... Ce que Daesh propose hein, dans l'idéologie, Voilà. c'est-à-dire de légitimer le fait d'avoir une trajectoire délinquante. D'autres, c'est vraiment... Il y a une dimension altruiste, ou recherche initiatique, de voyage, de participer. D'autres ont la haine de leur pays natal. Ça, il faut le dire. Et donc, vous voyez, moi, je pense que il faut être un peu complémentariste, c'est-à-dire de ne pas tenir un discours linéaire et général sur ceux qui s'engagent comme ça, d'abord dans la radicalisation, ensuite le passage à la violence, c'est encore une autre étape. Et il faut différencier dans tout ça. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à distinguer, discerner, pour pouvoir justement avoir un traitement adapté chaque fois. Nathalie Goulet. Je voulais juste vous dire que la comparaison avec le suicide est juste pour le type d'étape. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est simplement que le passage à l'acte varie d'une personne à l'autre, mais qu'il y a un certain nombre d'étapes avant le passage à l'acte. C'est en cela qu'il comparait au type. Mais c'est pas évidemment, ils ne sont pas tous suicidaires. Et je partage complètement. Et en ce qui concerne le traitement individuel, c'est pour ça que c'est tellement important dans les cellules qui vont s'occuper de ça d'avoir des psychiatres. Effectivement, on va y revenir, Nathalie Goulet. Raphaël Liogé. Moi, je suis d'accord sur le fait que, en tout cas, concernant à minima le passage à l'acte, ça ne peut être qu'une micro-analyse. Ça peut être qu'une analyse de détail, individualisée, parce qu'on ne peut pas élucider la question du passage à l'acte de façon générale, globale. Néanmoins, il y a un point commun, et finalement, ce point commun, il a été dit par Fethi Benslama, il a été dit aussi par vous, c'est qu'il y a un problème de narration. C'est un problème de narration, c'est-à-dire, quels que soient les profils, il y a un manque de narration. Construire une narration positive de soi, même si c'est une narration qui est liée à la haine du pays natal, une narration héroïque. Essayer de, même par rapport à la délinquance, c'est là-dessus que joue Daesh. Et c'est là où je crois qu'au moins du point de vue social, il y a des transformations systémiques qui pourraient s'opérer. La distinction que l'on fait aujourd'hui entre chômeurs et individus qui travaillent, chômeurs, non chômeurs, c'est devenu une distinction discriminante qui touche même psychologiquement les gens. Psychologiquement, les gens. On parle beaucoup aujourd'hui en Europe, partout, de revenus d'existence, de revenus de base. Mais je pense que c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire que la logique de la pollinisation financière, où on redistribue de l'argent, mais en fait à des gens qui sont déjà en perte, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu construire leur identité, que ce n'est pas de l'argent qui leur sera donné pour pouvoir être la base de la construction d'une identité. Alors que le revenu de base, comme son nom l'indique, comme il est donné de façon inconditionnelle, il permet d'être la base de la construction d'une narration par la suite. Donc en gros, cette dimension, de ce que tu viens de dire est vraiment juste parce que ce que offre l'offre de radicalisation donne la possibilité de construire un récit sur, en effet, sur sa vie dont s'emparent ces individus. Et cette construction de récit, elle vient colmater toutes sortes de choses qui sont de l'ordre de la blessure narcissique, de l'humiliation, de l'exclusion, c'est vrai. Et ça, avoir un récit de sa vie qui fait tenir la personne... C'est une image bonifiée de soi-même, finalement. Oui, mais que quelqu'un... Nous avons tous besoin de ça, de se raconter quelque chose sur ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Et quand il n'y a pas de devenir, eh bien, ça laisse la personne en proie facile, quoi. Une proie facile, justement, qui, par Internet, par les réseaux sociaux, en fait, tombe dans ce qu'on pourrait appeler, en fait, une dérive sectaire. Alors, je voulais dire une chose. Pourquoi cette question de la narration est importante? Parce que dans le travail que nous faisons avec des jeunes, c'est plutôt que de dire qu'on va spectaculairement les déradicaliser. Ce mot, il faut le bannir. Je suis d'accord. Il faut le bannir totalement. Il y a des traitements de la radicalisation très différents selon les situations. Mais un des éléments premiers, c'est de permettre à ce que la personne qui s'est trouvée engagée dans une impasse puisse élaborer quelque chose de nouveau, d'un récit de soi-même, de comprendre par où elle est passée, etc. De sortir de cette blessure d'ego un petit peu finalement et de réussir à se voir autrement. De raconter quelque chose sur sa vie et de ce qui l'a amené là. Et ça, c'est le premier pas du travail qu'on doit faire. Alors justement, retour au documentaire, direction le Danemark où est expérimenté le programme Mentor, extrait. Au Danemark, de jeunes radicalisés et même certains jeunes de retour de Syrie sont laissés en liberté, tout en étant accompagnés par un mentor.
nous voulons nous assurer qu'ils ont une meilleure vie sociale. Une vie sociale dans laquelle ils sont connectés au monde du travail, à une formation, qu'ils ont un endroit où vivre, et quelque chose à faire quand ils ont terminé leur travail ou ce dans quoi ils se sont engagés. Et donc, quand nous voyons qu'ils sont mieux intégrés dans ce que nous appellerions une vie sociale normale, nous les voyons évoluer sans difficulté dans une autre direction. Une direction qui va dans le sens du programme et non dans celle de la radicalisation. En tant que policier, je peux vous dire que c'est une stratégie qui fonctionne. Et si l'on compare son coût à celui de l'investigation et de la surveillance, on se rend compte que la prévention ne coûte pas cher. Alors, la prévention ne coûte pas cher, du moins elle coûte moins cher que toutes les actions qui auraient pu être mises en place éventuellement de répression, Nathalie Goulet. Est-ce que c'est un bon format ? Alors vous disiez tout à l'heure, Fethi Benslama, qu'on ne doit plus parler de déradicaliser, mais est-ce que c'est une bonne formule pour accompagner des jeunes gens dans ce cas-là ? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de formules aujourd'hui qui sont en train d'éclore d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'il faut évidemment du sur-mesure parce que chacun a un parcours et en même temps sans intellectualiser parce que maintenant on peut intellectualiser les choses, mais la réalité pratique, elle est un tout petit peu différente. On fait de la dentelle finalement, il n'y a pas de boîte à outils. Non, il n'y a surtout pas un programme commun de reconstitution de ce lien citoyen. Déradicalisation, j'aime pas non plus. Moi, j'appelle ça reconstruire le lien citoyen. Parce que, et là, vous vous rendez compte de l'amplitude de la question. Parce que dans le lien citoyen, il y a l'école, il y a la société, il y a la famille, il y a toutes ces constructions qui n'ont rien à voir avec la criminalisation et encore moins la sanction pénale. Donc vous voyez, qui renvoie à ce que disait Raphaël Lioger sur le statut qu'on a socialement et qui est lié aussi à l'emploi. Il y a aussi de la prévention, mais aujourd'hui les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Il va pourtant bien falloir moi, quand j'ai commencé à travailler sur le livre avec le livre de David Thompson, qui était et donc 6 mois avant Charlie, il y avait 2000 personnes signalées à la ligne de l'UCLA, de l'unité centrale de lutte antiterroriste. Aujourd'hui, on est à plus de 14 000 à peu près. Et l'été du Burkini n'a fait que flamber le nombre de gens qui se sont radicalisés. Ensuite, il va falloir tenir compte des gens qui vont revenir. Bon, et puis après, donc si vous voulez, vous allez avoir une population qui va avoir besoin qu'on s'occupe de cette reconstitution du lien citoyen, et il va bien falloir mettre en place des programmes de prévention pour éviter, parce que si vous arrivez à traiter les gens qui reviennent, etc., c'est une chose, ceux qui sont signalés, c'en est une autre, mais le nombre continue à augmenter. Donc il va bien falloir mettre en place ces programmes de prévention. Alors justement, Fethi Benslama, on a beaucoup parlé de la prison ces derniers mois, avec la possibilité, alors ça c'est certains candidats républicains aux primaires qui le portent de les emprisonner, en fait, d'emprisonner les fichiers S. Est-ce que la prison, c'est une bonne structure pour une prise en charge ? Beaucoup de ces gens parlent sans savoir réellement de quoi il s'agit. Donc ils parlent du fichier S, c'est comme ça, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils n'ont jamais rencontré vraiment certains, ce que c'est que quelqu'un un jeune qui se radicalise, etc. Donc c'est vraiment, parfois, le discours de certains acteurs politiques est hors la réalité. Il est destiné il y a une hystérisation du débat, finalement, oui. Écoutez, je crois, ce qu'il faut dire, la vérité, c'est que nous sommes aujourd'hui, tous, quelles que soient les expériences que nous menons, il y en a plusieurs, dans des tâtonnements. Nous essayons de comprendre, et il faut dire cette vérité-là. La seule chose, c'est que quand on lance une expérience, il faut avoir les moyens de faire le bilan après. Mais est-ce que ce n'est pas de l'angélisme de dire en fait que la prison n'est pas une solution ? Il faut bien... Non, parfois elle est une solution par rapport à des gens qui ont montré, qui sont vraiment, qui passent à l'acte. Les études qui ont été faites sur des expériences passées montrent que la réponse répressive sort 50% des gens qui ont tenté des actions, 50%. Ce qui est déjà pas mal. Donc c'est quand même 1 sur 2. Voilà. Et il y a des gens qui, vraiment, ayant fait la prison, décident de mettre un terme à leur action ou à intention d'action violente. Mais je ne dis pas qu'ils cessent d'avoir des idées très radicales, etc. Mais c'est ça, ce que nous devons traiter. La prévention, c'est plutôt faire en sorte qu'il n'y ait pas de passage à l'acte violent. Ce qu'on disait tout à l'heure, Raphaël Lioger. Et pour le reste, il ne faut pas penser de la prévention uniquement quand les gens ont été signalés. Il faut ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire la prévention primaire, c'est aussi les problèmes que tu qu'on a signalé tout à l'heure, effectivement, sur la question sociale. Et ce qu'on peut faire à l'école, et qui ne doit pas être uniquement de la langue de bois.
Raphaël Liogier. Moi, je crois qu'effectivement, il y a plusieurs manières d'envisager le traitement. Si on considère que c'est une maladie, imaginons cette maladie qui est un fléau aujourd'hui, un fléau même plus grand que le djihadisme, en fait, le cancer. Il y a plusieurs façons d'envisager les choses. Évidemment, un organisme qui se trouve en situation d'être atteint par le cancer, eh bien, on ne peut le faire qu'individuellement avec des stratégies spécifiques, le rayonnement, la chimiothérapie, toute une série de choses. Mais en fait, on voit bien aujourd'hui que le cancer, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'organisme lui-même est atteint parce qu'il y a une évolution négative de l'alimentation, toute une série de choses. Donc, il y a cette vision des choses, la vision où il faut faire quelque chose maintenant dans l'immédiat, la prison, toute une série de choses. Et puis, il y a autre chose. C'est le changement systémique. C'est pour ça que moi aussi, je ne suis pas d'accord avec cette question de la radicalisation, le mot de radicalisation, parce que je pense qu'en réalité, on a justement besoin de radicalité, et c'est parce que dans la société aujourd'hui, on n'a pas de radicalité, vous l'avez dit, on n'a pas d'idéologie radicale, on n'a pas même de sens économique, d'idée de transformation économique radicale, qu'on ne peut pas... C'est-à-dire que, pour être clair, depuis la chute du bloc communiste, finalement, sur le marché de l'idéologie, ou sur l'offre idéologique, il n'y a que la radicalisation liée à l'islam. Exactement, c'est ce que vous voulez dire. C'est pour ça que... Il y a d'autres formes. Il y a d'autres formes, mais c'est pour ça que je crois que à un moment donné, il va falloir réfléchir, surtout avec, on le voit avec l'élection de M. Trump aux États-Unis, qu'on est guetté par une forme, notre société est guettée par une sorte de gangrène populiste, et que... Donc notre société se radicalise aussi, finalement. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut passer au-delà, d'un côté du populisme nationaliste régressif, et d'un autre côté du néolibéralisme. Et donc la solution, c'est d'envisager un autre système qui est possible. Nathalie Goulet, dans votre rapport, vous évoquez aussi la nécessité de réformer l'islam de France, et notamment le financement des lieux de culte. Est-ce que ce sont des leviers spécifiques qui peuvent freiner cette forme de radicalité qu'on retrouve chez les plus jeunes? D'abord, la radicalisation, statistiquement, elle ne se fait pas à la mosquée. Elle ne se fait pas à la mosquée, justement. Bon, donc ça n'avait rien à voir. On a étudié la question plus avant dans un autre rapport qui a suivi. Non, moi, je rentre de Québec, où il y avait un sommet de l'UNESCO, justement, sur la radicalisation, y compris la radicalisation d'extrême droite, parce qu'il n'y a pas que la radicalisation. Tous les côtés, on retrouve ça aujourd'hui, du point de vue politique, économique, parce qu'on n'est pas capable de donner des valeurs positives. Mais si vous voulez, et en même temps, vous parlez tout à l'heure des fichesses et d'un certain nombre de propositions aux candidats aux primaires de la droite et du centre. Il faut aussi se rendre compte de l'anxiété et de la peur qui est aussi diffusée par un certain nombre de choses, et aussi par les médias qui en rajoutent. Je ne parle pas des couvertures de journaux, d'une tendance, j'aime pas le mot parce qu'il a été vraiment vulgarisé, mais quand même une stigmatisation de la population musulmane de France, des Français de confession musulmane, qui est quand même assez difficile à supporter aussi pour cette population. A participé à ça. Bon. Mais même l'idée de mélanger ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs le financement des mosquées avec l'idée de la radicalisation, en mélangeant tout, par mettre en scène. Voilà, et donc vous arrivez à avoir ces situations extrêmes où vous avez des gens qui considèrent que l'islam est une religion de l'étranger, qu'elle n'a rien à faire ici, vous arrivez à toutes Mais quand on voit en fait le salafisme qui monte en France, la pratique du salafisme et donc d'un islam orthodoxe, dirons-nous, on est bien on peut imaginer effectivement que c'est un islam importé. Donc l'étranger, cet islam étranger, on peut l'avoir en face de nous, et de facto, ça peut aussi créer une forme d'angoisse chez certaines personnes qui ont l'impression en fait qu'on importe un islam qui n'est pas français, entre guillemets. Il faut regarder l'histoire. Le catholicisme extériorisé a existé. Et il n'y a pas très longtemps, dans les années 30, on parlait Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la transformation de la société qui a permis à ce que l'Église, les gens qui sont engagés par leur foi, etc., n'aient plus besoin de cette extériorisation de la religion et qu'ils passent à un autre mode de vivre la religion. Et c'est ça dont nous avons besoin. Et ça, c'est un travail de longue haleine, il faut bien se le dire. Il faut arrêter de croire qu'en fermant quelques trucs, etc., en faisant ça, c'est un travail de longue haleine avec les responsables des cultes, bien sûr, dans leur discours, un travail qui est un travail d'intégration des populations. Il faut continuer à le faire et ne pas désespérer, parce que la France est un pays qui tout de même intègre beaucoup, et il a les capacités de le faire. C'est un pays qui est basé sur des idées qui sont très intéressantes, qui ne sont pas des idées d'exclusion, même s'il y a le discours de l'exclusion, mais le fondement de la société française permet de répondre
Et l'intégration, ça commence par la participation qui va être sociale, économique et culturelle. Et politique. C'est ce Et que- politique, et bien sûr. politique. Bien sûr, politique, tout à fait. Ouais. Alors, dernier mot, Nathalie Goulet. Dans le documentaire, il est dit que nous n'avons pas voulu voir. Est-ce qu'on a pris le problème trop tard ? Absolument. Mais c'est comme la délinquance dans l'ensemble. Je veux dire, je vous ai dit tout à l'heure, à force de mettre la poussière sous le tapis, il y a quand même des problèmes sociétaux qui étaient là. Et puis en plus, les gens se sentant discriminés se communautarisent, c'est un espèce de cercle vicieux. Et vous ne pouvez pas empêcher ça d'arriver comme ça. Eh ben, écoutez, et pour ça, il faut lire travailler. donc Sans emploi, conditions de l'homme post-industriel de Raphaël Liogier, parce que c'est justement une analyse assez pointue et très subtile sur la nécessité donc de réformer notre société pour régler peut-être un jour toutes ces problématiques. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Pour prolonger, je vous propose quelques livres. Radicalisation de Farhad Khosrow-Khavar qui nous ont permis... Voilà. Indispensable. Voilà, Nathalie Goulet est d'accord. Le djihad et la mort d'Olivier Roy. Magnifique. Magnifique également. Donc les Français djihadistes, vous en parliez tout à l'heure, de David Thompson, indispensable. Et donc plus drôle mais sympathique, Pierre Conessa, guide du petit djihadiste à l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants. On rigole, c'est plutôt très drôle et il a bien la fichu. plume acerbe. Exactement. Et enfin, un roman de Patrick Brard, Et mes yeux se sont fermés, sur une jeune fille qui revient... Pardon ? Ornais. Qui ornait. Il est ornais. Ah, il est ornais, il est de l'Orne, Il est pardon. de chez moi. Et ben voilà, donc elle revient Que de des livres Syrie, qualité. c'est le roman d'un rapt mental. Merci à vous. Et pardon ? Le livre de Féti. Et le livre de Féti, bien entendu, Un furieux désir de sacrifice, le surmusulman, donc au seuil. Merci à vous. Nous, on continue avec notre deuxième documentaire. Donc Barack Obama devenait le 4 novembre 2008 le 44e président des États-Unis. Donald Trump l'est depuis quelques jours. Mais il était question depuis quelques temps de faire un bilan, direction la Nouvelle-Orléans, une ville toujours en convalescence après le passage de l'ouragan Katrina. Une ville laboratoire où on imagine l'Amérique de demain. C'est Nouvelle-Orléans, laboratoire de l'Amérique, d'Alexandra Condy-Longuet. À tout à l'heure.